Je suis Amaury Séché, je suis développeur logiciel depuis pas mal de temps maintenant. Ces dernières années, j'ai travaillé à Facebook sur des projets pour essayer d'augmenter l'usage d'Internet dans les pays où c'est pas très développé. Et il y a environ un an, je suis passé sur une technologie comme Bitcoin pour rechercher des solutions de scaling. Donc, comment faire pour que Bitcoin gère plus de transactions? Et ça a fini par aboutir à la création d'un fork de Bitcoin appelé Bitcoin Cash. Donc, on va parler de ça un peu. On va parler aussi de pourquoi tout ça, comment ça marche. Je suis assez content d'être ici parce que je n'étais jamais venu à 42 et pourtant je connais des gens qui étaient dans la team initiale qui ont fondé le truc, je connais des gens qui ont été élèves ici, je connais des gens qui ont été intervenants ici, donc c'est cool d'être ici. J'avais même, quand j'étais à Facebook, j'avais même rencontré Xavier Neil dans le cadre de ce programme pour augmenter l'usage d'Internet, puisqu'on avait beaucoup de partenariats avec des opérateurs télécoms. Et donc c'était quand 42 était tout nouveau, tout beau et tout, donc on avait parlé de ça aussi. Et ouais, voilà. Donc un dernier point, on m'a dit, les gens ici sont plutôt techniques, tout ça, donc il ne faut pas avoir peur de leur parler technique. Mais en fait, j'ai pris un peu le contre-pied, c'est-à-dire que dans toutes ces technos, il y a un côté technique qui est hyper important, il y a un côté économique qui est hyper important aussi. Et je me suis dit, comme on a affaire à des gens qui connaissent bien la technique, en tout cas probablement mieux que la plupart des publics avec qui je parle habituellement, je vais plus m'intéresser aux aspects économiques du truc, parce que souvent c'est là où les gens qui s'y connaissent bien en technique comprennent un peu moins les enjeux de la techno. Et donc voilà. Donc, je fais mes slides en anglais, j'espère que ce n'est pas trop un problème pour tout le monde. Mais si c'est un secteur dans lequel vous travaillez, il va falloir parler anglais de toute façon. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'une des choses qu'on fait avec les blockchains, c'est les cryptocurrencies, donc les monnaies virtuelles, je ne sais pas trop comment dire en français. Mais, la grande question, c'est qu'est-ce que c'est que de l'argent? Et c'est une question qui est intéressante parce qu'en fait, la plupart des gens ne savent pas. Même si aujourd'hui, vous allez dans votre banque et vous demandez au conseiller financier ou à la personne qui s'occupe de votre compte qu'est-ce que c'est que de l'argent, quelles sont les caractéristiques de l'argent, tout ça, c'est pas sûr qu'ils puissent vous répondre. Et voilà, peut-être si tout le monde n'est pas endormi, peut-être qu'il y en a qui peuvent me dire qu'est-ce que vous pensez que sont les caractéristiques de l'argent? Qu'est-ce que c'est que de l'argent? Comment on définit ce que c'est que de l'argent? C'est dur, hein? Un moyen d'échange, ouais. Donc il y a 3 caractéristiques que quelque chose doit avoir pour pouvoir être de l'argent, pour pouvoir utiliser comme de l'argent. Un moyen d'échange, c'est une de ces caractéristiques, il y en a 2 autres. Un objet de confiance, parce que si on n'a pas confiance, la valeur s'effondre. Ouais, alors, ouais, enfin, ce qu'on dit, c'est store of value, donc un moyen de stocker de la valeur sur le long terme. Donc, il faut avoir confiance qu'effectivement la valeur va durer dans le futur. Un moyen de mesurer des choses. Exactement, ouais. Donc la monnaie, c'est un moyen de mesurer la valeur aussi. Donc, je ne sais pas, un ordinateur, peut-être ça va valoir 1 000 €, un croissant, ça vaut 1 €, enfin bon... On peut comparer la valeur de différentes choses en utilisant l'argent comme une unité de mesure de valeur. Donc ça, c'est les 3 caractéristiques que l'argent doit avoir. Donc on les a là, voilà. Et donc, pour que quelque chose ait ces 3 caractéristiques, il est besoin que ça soit facile de le transférer d'une personne à une autre, parce que sinon, ça ne va pas être un bon moyen d'échanger de la valeur. Il faut qu'il soit divisible et fongible. Alors, je ne sais pas si c'est des mots qui vous parlent beaucoup, mais entre 1 € et puis un autre euro, c'est exactement les mêmes, on peut les échanger, enfin, il n'y a pas de différence. Si on prend un exemple, par exemple, avec un autre objet qui aurait toutes ces autres caractéristiques, mais pas celle-là, ça serait des pierres précieuses, comme des diamants. Des diamants, c'est facile de transférer les diamants d'une personne à une autre. Ça tient bien dans le temps, c'est un truc qui est résistant, c'est un truc qui est rare.
Mais ce n'est pas quelque chose qui est fongible. Tu ne peux pas échanger un diamant pour un autre diamant et espérer avoir la même valeur. Tu ne peux pas diviser un diamant en deux et avoir deux moitiés de diamant qui valent la moitié du diamant qu'il y avait au début. Et donc voilà, c'est un exemple. C'est un exemple de pourquoi la fongibilité c'est important. Donc, du coup, personne n'a jamais utilisé de diamant comme forme de monnaie. Par contre, l'or ou les métaux précieux en général, ça a été utilisé beaucoup à travers l'histoire de l'humanité comme monnaie parce que on peut couper un lingot d'or en deux, on a deux moitiés de lingot d'or, on peut le refondre en un lingot et c'est genre un lingot d'or qui a la même caractéristique que le lingot d'or à l'origine. Donc voilà, donc ça c'est les différentes caractéristiques qu'on veut avoir pour avoir une bonne monnaie. À l'heure actuelle, dans les sociétés qu'on a, les sociétés récentes, il y a deux formes de monnaie qui sont très utilisées, qui vont être donc, ce qu'on appelle fiat monnaie en anglais, donc c'est monnaie fiduciaire en français. Donc c'est les euros, les dollars, les yens, enfin c'est ce que vous utilisez probablement au jour le jour. Et il y a les métaux précieux, le principal étant l'or, mais aussi l'argent, le platine. Et pourquoi on utilise encore ces deux formes de monnaie? Parce qu'elles ont toutes les deux des caractéristiques qui se complètent, plus ou moins. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas toutes elles ont pas toutes les caractéristiques idéales qu'on voudrait que l'argent ait, mais on n'a pas mieux, donc on utilise ça quand même. Donc les monnaies fiduciaires, donc comme l'euro, c'est très facile à transférer d'une personne à une autre, c'est fongible, c'est divisible, tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, l'histoire montre que déjà c'est pas rare, c'est-à-dire qu'il y a une banque centrale qui émet, donc si c'est aux États-Unis, c'est la Fed Bank qui émet les dollars, on a la Banque centrale européenne qui gère ça pour les euros, et dans chaque monnaie fiduciaire va avoir un institut qui les émet, et en fait vous devez avoir confiance en cet institut qu'il n'en émette pas trop, parce que s'il en émet trop, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup trop de monnaie en circulation et la valeur de la monnaie s'effondre. Et ça, c'est pas du tout un risque théorique, puisque Tiens, ouais, c'est une question intéressante ça aussi. À votre avis, combien de temps ça dure en moyenne une monnaie fiduciaire avant que la valeur s'écroule à zéro dans le monde? 300 ans? 500? Ah non. 50 c'est plus ça, mais c'est moins. C'est 27 ans en moyenne. Et c'est pas hyper surprenant. Enfin, si vous pensez à vos grands-parents, ils ont probablement vécu 3 différentes formes de monnaie avec l'ancien franc, le nouveau franc et maintenant l'euro. Donc c'est pas et la France, c'est pas un pays qui est spécialement instable au niveau monétaire. Si vous pensez à des pays comme le Zimbabwe ou le Venezuela ou des choses comme ça, c'est 100 fois pire. Le dollar, il a une centaine d'années, il a quand même perdu 98% de sa valeur sur le temps. Donc il tient remarquablement bien, mais il a quand même perdu 98% de sa valeur depuis qu'il a été mis en circulation. Aussi, il faut savoir que jusque dans les années 70, le dollar, il était échangeable contre de l'or directement. Ça, c'est plus le cas depuis les années 70. Mais avant ça, ça a empêché beaucoup d'inflation avant d'avoir un échange direct entre le dollar et l'or. Et donc voilà, l'or, on a un peu des caractéristiques c'est moins facile, c'est moins pratique à transférer ou à diviser, même si c'est possible de le faire, c'est pas aussi facile qu'avec des billets et des pièces. Par contre, c'est rare et c'est durable. C'est la première raison pour laquelle l'or a été utilisé comme forme de monnaie, parce que l'or, c'est un métaux qui ne s'oxyde pas. Et donc c'est un métaux qu'on peut garder tel quel pendant des années et des années et des années, sans qu'il s'altère au fil du temps, en fait. Et c'est... maintenant, on a plein de matériaux comme ça. On a l'acier chirurgical ou même les trucs en inox. C'est pas très cher. C'est quelque chose qu'on sait faire avec nos moyens technologiques modernes. Mais pendant une bonne partie de l'histoire de l'humanité, l'or, c'était un des seuls matériaux qui avait cette propriété. C'est pour ça qu'il a été utilisé comme argent. Voilà. Et donc, récemment, en 2009, on a un peu cassé ce truc-là en créant une nouvelle forme de monnaie.
enfin je dis on, c'est pas nous, mais il y a quelqu'un qui est anonyme, qui se fait appeler Satoshi Nakamoto, qui a créé une nouvelle forme de monnaie. Et cette nouvelle forme de monnaie, en fait, elle check toutes les cases. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Si vous vous intéressez un peu à l'histoire des civilisations, ce que vous apercevez, c'est qu'il y a le même cycle qui se répète encore et encore et qui est lié à l'argent. C'est-à-dire qu'au début, les civilisations vont utiliser des métaux précieux en tant que monnaie, parce que c'est rare et qu'ils ont les bonnes caractéristiques. Mais ils vont se rendre compte que ce n'est pas hyper pratique à diviser et à transférer. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont commencer à utiliser des monnaies fiduciaires. Et ils utilisent des monnaies fiduciaires, et au bout d'un moment, la monnaie est mise, il y en a beaucoup trop qui est mise en circulation, la valeur s'effondre, la civilisation s'effondre avec, les gens ne veulent plus utiliser la monnaie fiduciaire, ils repassent aux métaux précieux, et on est reparti pour un tour. Donc là, on a à peu près l'histoire de tous les grands empires. Dans l'histoire de l'humanité, essentiellement, vous pouvez résumer l'histoire à ce pattern. Donc c'est littéralement une technologie qui peut changer l'histoire des civilisations à ce niveau-là. Donc c'est un peu, c'est une des raisons pour lesquelles c'est important. Donc voilà, j'ai changé Bitcoin en crypto ici parce que maintenant c'est plus la seule, mais l'idée reste. Et donc pourquoi c'était pas possible de faire ça avant? Quelle est l'innovation technologique qui a un peu permis de faire ça? Eh bien, le problème qu'on avait, surtout avant de parler de solution, le problème qu'on a, c'est le Byzantine General Problem, c'est le problème des généraux byzantins. Alors c'est quoi ce problème? Imaginez que vous avez une ville et il y a deux généraux qui essayent de se mettre d'accord pour quand attaquer la ville. Ils savent que s'ils attaquent tout seuls, ils ne vont pas avoir assez de force pour abattre les défenses de la ville, mais s'ils arrivent à se coordonner et attaquer les deux en même temps, alors ils vont avoir une armée qui est assez importante pour pouvoir attaquer la ville. Et alors le problème, c'est comment on peut garantir qu'on se met d'accord sur le moment d'attaquer pour ne pas perdre cette bataille, sachant que les messagers ils peuvent être interceptés, ils peuvent être tués, et ainsi de suite. Et peut-être encore pire, dans le cas où on est atterri ici, les généraux, il faut qu'ils, en plus, ils n'ont pas confiance l'un dans l'autre. Donc c'est le level au-dessus. Alors ce problème, c'est un problème qui existe depuis quelques milliers d'années, qui a un peu travaillé les théoriciens depuis l'époque byzantine. Et il s'est trouvé qu'en 85, en 85 ça a été publié, ça s'est passé en 83, il y a des gens qui ont prouvé que c'était absolument mathématiquement impossible de résoudre ce problème. Et alors pourquoi on a besoin de résoudre ce problème? Parce que moi je peux envoyer une transaction qui dit, ben voilà, moi j'envoie de l'argent à personne A, et puis j'envoie une autre transaction sur le réseau qui dit j'envoie de l'argent, le même argent à personne B, et parce que l'information met du temps à se propager sur le réseau, il se trouve qu'il y a certaines personnes dans le réseau qui vont voir d'abord j'envoie l'argent à la personne A, il y a d'autres personnes sur le réseau qui vont voir d'abord j'envoie l'argent à la personne B. Il faut un moment que le réseau ait un moyen de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que j'ai envoyé l'argent à personne A ou personne B? Si je peux envoyer l'argent à deux personnes, alors on perd la caractéristique de rareté de l'argent. Et résoudre ce problème, mathématiquement, c'est équivalent à résoudre le problème des généraux byzantins. Et donc, c'est impossible à résoudre. Et donc, puisque c'est impossible à résoudre, on a mis très longtemps avant de le résoudre. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, un truc. Il y a plein de gens, depuis que Bitcoin est sorti, qui prétendent avoir résolu ce problème. C'est le même délire que les moteurs à énergie perpétuelle ou ces trucs comme ça. On sait que c'est pas possible, donc voilà, si vous avez des gens qui prétendent avoir fait ça, soyez sceptiques. Alors, en fait, comment les blockchains résolvent ce problème? Eh bien, en fait, ils ne le résolvent pas. C'est comme ça qu'ils le résolvent. À la place, ils utilisent l'économie. Et alors, le système est fait de telle façon que si les généraux ne se mettent pas d'accord, ça va leur coûter un bras. C'est l'idée. C'est-à-dire que on ne peut pas mathématiquement ou avec des algorithmes résoudre ce problème, mais on peut faire en sorte, si on crée le bon système économique qui va avec, de faire en sorte que les acteurs
soit plus ou moins forcé de résoudre le problème ou de faire banqueroute. Alors comment on fait ça? On utilise une technique qui s'appelle Proof of Work, donc la preuve de travail. Donc là c'est un peu, enfin je sais pas, vous êtes des gens techniques, vous allez trouver comment ça marche, mais l'idée c'est de forcer des mineurs à avoir énormément de ressources informatiques, de puissance de calcul qu'ils mettent à disposition du réseau, et ça leur coûte des ressources, du vrai argent, et s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils n'arrivent pas à recouper leur investissement en ressources. Et donc ils ont une structure économique qui les pousse très très fortement à aller tous dans la même direction et à se mettre d'accord. Une fois qu'on comprend ça, on comprend aussi que toutes les blockchains qui ne sont pas basées sur une monnaie, en fait, ne marchent pas. Et à un moment ou un autre, elles finissent tous par ou bien capoter, ou bien faire ce qu'on appelle du merge mining. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas être minées elles-mêmes, mais elles vont être minées dans une autre blockchain qui fait de la monnaie. Ça ne veut pas dire que la monnaie est la seule utilisation des blockchains, mais ça veut dire que si on n'a pas de monnaie au cœur de la blockchain, ça ne marche pas. Donc on a des systèmes, je ne sais pas si on prend Ethereum par exemple, qui se centrent énormément sur les smart contracts. Ils ont quand même l'Ether qui est une monnaie, et s'ils n'avaient pas ces tokens Ether qui se comportent comme une monnaie, alors leur système ne marcherait pas. On a d'autres systèmes comme Namecoin par exemple, qui font des noms de domaine sur la blockchain, qui n'ont pas les caractéristiques de la monnaie, qui avaient leur propre blockchain pendant un moment, qui ont fini par être merge mine parce que ça ne marche pas. Voilà. Donc Proof of Work, l'idée c'est ça, hein, littéralement, on prend des ressources, du capital, qu'on investit dans des machines pour faire des calculs. Avec ça, on produit des blocs. Avec ces blocs, on récupère quelque chose qui a les caractéristiques de l'argent, donc ça a de la valeur, ça a de l'argent. Ça permet de payer pour notre investissement en termes de ressources qui nous a permis à créer cette monnaie. Et on arrive avec un système qui, du coup, économiquement tient la route. Voilà. Donc pourquoi on fait ça? Pour protéger l'historique. On ne veut pas revenir en arrière. Tu vois, si je dis j'envoie de l'argent à telle personne, on ne veut pas pouvoir faire en fait non, en fait je t'ai pas envoyé l'argent. Si on a envoyé l'argent, il faut que ça soit immutable dans ce sens-là. Donc Proof of Work s'assure que ça se passe puisque ça coûte très cher de produire des blocs. Donc si on veut revenir en arrière, toutes ces ressources qu'on a dépensées pour produire les blocs, elles sont gaspillées. Donc on a une très forte raison économique de ne pas le faire. Ça aussi force les différents acteurs à converger vers un état commun. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont tous être en train de miner leur propre chaîne, qui va avoir pas beaucoup de valeur. Et c'est aussi un moyen de bootstrap la valeur économique du système en transférant de la valeur des anciens systèmes vers les nouveaux systèmes. Voilà. Alors, c'est là où on en vient un peu à ce que je fais. Alors, ce que je fais, c'est que, avec d'autres gens, pas tout seul, on a forké Bitcoin. Alors, pourquoi? Parce que Bitcoin, les gens et la communauté de Bitcoin a décidé de ne pas augmenter la taille des blocs. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce problème, mais la blockchain de Bitcoin peut transférer environ 3 transactions par seconde. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis 1 an ou 2, la demande de transactions a dépassé ces 3 transactions par seconde, donc ça a créé des problèmes de congestion sur le réseau. Et donc ça fait que les temps de confirmation des transactions sont devenus peu fiables, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, et ça coûte de plus en plus cher. Donc récemment, le site bitcoin.org a changé, alors c'est trop petit en fait, on ne peut pas lire, mais là, c'est marqué Fast Peer-to-Peer Transaction, et là, c'est Low Processing Fee. Et ils ont changé en juste Peer-to-Peer Transaction, donc ils ont enlevé le fait que c'était rapide, et ils ont changé le fait que c'était peu cher par le fait que c'était secure, donc protection contre la fraude. Et ce qui est vrai, mais moi, c'est quelque chose qui m'inquiète pour le futur de Bitcoin, puisque comme on a vu, on a besoin d'avoir ces caractéristiques de monnaie pour que le système économique qui fait que la blockchain est secure soit secure. Donc c'est un problème assez sérieux. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a changé les règles de Bitcoin. On a augmenté la taille des blocs, on a changé 2-3 autres trucs aussi pour résoudre 2-3 problèmes qui sont un peu plus techniques, moins importants, et pas tellement aussi en rapport
avec le sujet ici. Le principal, c'est d'augmenter la taille des blocs, et donc du coup, on n'a plus ce problème de conjection. Donc, on revient à un Bitcoin qui a essentiellement les caractéristiques économiques du Bitcoin qu'il y avait il y a 2 ans. Voilà. Donc moi, je travaille plus spécifiquement sur Bitcoin ABC, qui est un logiciel qui permet qui fournit l'infrastructure en fait pour faire tourner Bitcoin Cash. J'ai mis le site du projet, aussi le site sur lequel on fait le développement. S'il y en a qui veulent voir, ça peut être intéressant. À ce sujet-là d'ailleurs, parce que vous êtes à l'école, mais bientôt vous allez être sur le monde du travail, c'est un secteur dans lequel il n'y a pas assez de gens qui sont formés. Donc si c'est un secteur qui vous intéresse, il faut absolument y aller. C'est un secteur dans lequel il y a eu des gains importants ces dernières années, donc il y a des capitales, il y a des gens qui cherchent des développeurs et qui ont les moyens de les payer. Il n'y a juste pas assez de gens sur le marché en fait, pour satisfaire la demande. Donc c'est quelque chose, moi, à votre place, c'est un secteur que je considérerais, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est fini. Questions, tout ça? Pourquoi des gens qui ne veulent pas augmenter la taille des raisons? Alors, est-ce que tu peux répéter la question? ouais, la question, c'est pourquoi les gens la communauté qui est derrière Bitcoin ne veut pas augmenter la taille des blocs. Alors, c'est un peu difficile comme question dans le sens où il n'y a pas, genre c'est pas le Borg, quoi, tu vois, les gens qui sont derrière Bitcoin, il y en a différents, ils ont différentes opinions de ce pourquoi il faut faire ça, mais je peux te donner quand même quelques courants qui sont dans cette communauté. Donc il y a des gens qui pensent que c'est important de pas changer les règles, parce que sinon c'est une pente glissante. C'est-à-dire que si tu commences à changer cette règle-là, après tu vas vouloir changer une autre règle, une autre règle, une autre règle, peut-être qu'à un moment tu vas vouloir justement créer de l'inflation, parce que si on peut commencer à changer les règles, bah, pourquoi pas faire ça. Donc il y a une pente glissante à ce niveau-là, donc il y a des gens qui sont inquiétés par ça. Il y a des gens qui pensent que, et puis ils ont raison d'une certaine façon, que si la taille des blocs augmente, alors ça veut dire qu'il faut des machines plus puissantes pour vérifier ces blocs. Et donc ce qu'ils ont peur, c'est que si les blocs deviennent trop gros, ça va plus être que quelques personnes qui ont du matériel spécialisé, de la grosse puissance de calcul qui vont pouvoir le vérifier, et la plupart des gens vont plus être capables de le vérifier. Donc ça peut être un moyen pour des grosses entreprises de capturer le réseau, ils sont inquiétés par ça. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus dans cette partie-là, qui veulent rajouter des trucs, mais ça semble être les deux points qui sont les plus importants pour cette communauté. Alors on me dit, parce que j'ai cru comprendre que les États-Unis avaient mis beaucoup d'argent dans les bitcoins pour pas que ça crache. Alors il y a plusieurs trucs. L'inflation, des bitcoins, il va y en avoir 21 millions quoi qu'il arrive. Des bitcoin cash, il va y en avoir 21 millions quoi qu'il arrive aussi. Les deux ne sont pas fongibles l'un avec l'autre, donc c'est pas parce qu'il y a eu un split qu'on peut considérer que maintenant il y a 42 millions de bitcoins. Ce sont deux monnaies différentes maintenant. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'inflation. Techniquement, il y a de l'inflation parce que maintenant, il y a environ 16 millions de bitcoins qui sont en circulation. À chaque fois qu'il y a un bloc qui est produit, il y en a un peu plus qui sont mis en circulation. Donc il y a une certaine forme d'inflation, mais elle est connue à l'avance et elle tend vers zéro. Maintenant, je ne suis pas sûr. Je pense que ce à quoi vous faites référence, c'est Tether, mais je ne suis pas sûr. Alors Tether, c'est quoi? C'est une entreprise qui dit, voilà, si vous me donnez $1, je vous donne un Tether. Et après, donc le Tether, c'est un peu un dollar qui est sous forme de token électronique qu'on peut échanger à travers le monde. Et ça permet, l'intérêt numéro 1, en fait, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire circuler un Tether à travers le monde que de faire circuler un dollar. La question, c'est est-ce que tu veux faire confiance à l'entreprise qui est derrière Tether ou pas pour savoir s'ils ont vraiment tout l'argent qu'ils disent avoir. Il y a des gens qui n'ont pas confiance, il n'y a pas eu d'audit depuis plusieurs mois, donc on ne sait pas trop. Donc voilà, Tether à l'heure actuelle, c'est un gros point d'interrogation sur le milieu. Ouais. Après les 21 millions, une fois que ce sera atteint, qu'est-ce qui va motiver les gens à continuer de miner en fait?
Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Alors, il y a des frais de transaction sur tous ces systèmes. Sur la plupart, les gens essayent de les garder assez bas. Enfin, ça dépend. Disons que tu as des systèmes qui essayent d'avoir des caractéristiques qui sont un peu cash, comme Bitcoin Cash ou comme Dash ou des choses comme ça, qui vont essayer de garder les fees très bas. Et donc, le plan pour quand les nouveaux Bitcoins qui sont créés diminuent, eh ben, au lieu d'avoir peu de transactions qui sont très chères, l'idée c'est d'en avoir des millions qui ne sont pas chers. Mais bon, comme il y en a des millions à la fin, bah, ça fait du revenu pour les mineurs. Donc ça, c'est l'idée. Après, il y a d'autres technos, comme par exemple Monero, qui scale moins bien parce qu'ils ont fait différents trade-offs pour avoir beaucoup plus de protection de la vie privée. Donc eux, sur des technos comme ça, les frais de transaction seront toujours un peu plus chers parce que c'est un peu plus cher de processer les transactions. Mais l'idée, c'est d'avoir des frais de transaction. C'est d'avoir des frais de transaction. Est-ce qu'on ne peut pas remettre en cause le fait que ça soit une monnaie? Par exemple, en termes d'unité d'échange, je ne peux pas vraiment acheter des croissants avec. En termes d'unité de mesure, en décembre, j'ai acheté deux Twingo, aujourd'hui, j'en achète qu'une seule. Donc, tous ces éléments-là, est-ce que tu vois ce que vous voulez dire quand vous dites que c'est une monnaie, mais est-ce qu'on peut aussi avoir un autre aperçu et dire que par rapport à une monnaie standard, il y a quand même des différences importantes? Si, bien sûr. C'est pas des différences en termes de caractéristiques vraiment, c'est des différences en termes de taille de l'écosystème. Donc ce qui se passe, c'est que l'écosystème du Bitcoin est plus petit que celui de l'euro, par exemple. Et donc ce qui se passe, effectivement, c'est que déjà, il y a moins de gens qui acceptent cette forme de paiement, qui acceptent l'euro, surtout ici en France. C'est-à-dire que si tu vas avec des euros au Japon, c'est pas génial non plus. C'est probablement moins avancé qu'avec des Bitcoins, en fait. Mais la différence, c'est qu'effectivement, surtout là où on est, c'est une monnaie qui est beaucoup plus commune. Et pour la volatilité, donc le fait que la valeur change, la valeur de l'euro aussi est flottante par rapport à celle des autres monnaies. Mais ce qui se passe, c'est que comme l'euro est beaucoup plus gros, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui achète 1 milliard d'euros, ça ne fait pas bouger la valeur de l'euro énormément. Alors que s'il y a quelqu'un qui arrive et qui achète pour l'équivalent d'1 milliard d'euros de Bitcoin, ça va énormément bouger la valeur de Bitcoin. Donc ça, c'est une question de taille de l'écosystème. Et du coup, quand tu fais un mouvement dedans, ça fait plus bouger, ça a plus d'impact sur l'écosystème. Tout à l'heure, dans le tableau, il y avait marqué Bitcoin durable. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir dire ça et quelles sont les caractéristiques qui permettent de dire que quelque chose est durable? Une monnaie, en l'occurrence, est durable. Alors, pour qu'une monnaie soit durable, il faut qu'elle soit rare. Donc, c'est par exemple une des caractéristiques des métaux précieux. C'est quoi? Forever Alone. Il n'y a pas Forever Alone. Donc il faut qu'elle soit rare. Et il faut que le truc qui soit à la base, en fait, ça soit quelque chose qui ne s'altère pas dans le temps. Donc là, tu as le truc qui était le plus utilisé dans toute l'histoire de l'humanité, c'est vraiment les métaux précieux, parce que c'est quelque chose qui est rare et qui ne s'altère pas dans le temps. Maintenant, Bitcoin, c'est basé sur des maths. Ta clé publique, elle ne se dégrade pas au fur et à mesure du temps. Donc tant qu'il y a des gens qui vont utiliser Bitcoin et qu'il y a des gens qui sont là pour le miner, tes Bitcoins, ils sont là, quoi. Toi, puis toi. Ah non. C'est pas grave. Vas-y. Dans la définition des crypto-monnaies, le fait que ça nécessite de plus en plus d'énergie, ça fait partie de leur définition, ça fait que ça soit de plus en plus dur à... Il y a de plus en plus de valeur, donc, et donc apparemment il y a un problème de consommation énergétique du minage. Ok, donc la question c'est à propos du problème de consommation énergétique du minage, puisque le minage est très difficile et il consomme des ressources. Il y a plusieurs réponses par rapport à ça. Mais la première, c'est que l'électricité, ça ne se transporte pas et ça ne se stocke pas. Ça se transporte un peu, mais pas sur des longues distances, et ça ne se stocke pas du tout facilement.
Et donc ce qui se passe en fait, c'est que la plupart de l'électricité qui est utilisée pour le minage, elle vient d'endroits où il y a des surplus d'électricité. Donc ce qui se passe énormément, par exemple, c'est qu'il y a des endroits dans le monde où il y a des centrales hydro. Et ce qui se passe, c'est qu'au printemps, il y a un excès de production d'électricité, puisque surtout dans les régions montagneuses ou dans les régions comme le nord du Canada, il va y avoir de la fonte des glaces. Okay. Donc il va y avoir la fonte des glaces, donc il va y avoir beaucoup plus d'eau que d'habitude et beaucoup plus de production d'énergie que d'habitude. Donc ce qui se passe, c'est que tu as des mineurs qui installent des installations à ces endroits-là, qui consomment le surplus d'énergie, et quand on arrive à des saisons plus sèches, ils envoient les mineurs à d'autres endroits, par exemple en Islande où il y a de la géothermie ou des choses comme ça. Mais la plupart de l'énergie qui est consommée, c'est de l'énergie que tu ne pourrais pas de toute façon consommer pour autre chose. À l'heure actuelle, tu as quand même 50% de l'énergie électrique qui est juste brûlée pour rien faire parce qu'on ne peut pas la transporter ni la stocker. Donc, tu as du tampon là, avant que ça devienne un problème sérieux. Et aussi, au fur et à mesure du temps, ça prend de la valeur, mais au fur et à mesure du temps, la quantité de monnaie qui est émise diminue. Donc, tu te retrouves dans une situation où ça va stabiliser. Bah, je vais peut-être prendre, on me dit, c'est un peu ric-rac-antant, donc je vais prendre une autre question, puis ça va être la dernière. Alors, il y en a deux, donc battez-vous. Non, t'avais levé la main avant. Donc la question, c'est qu'est-ce que je pense des autres protocoles qui ne sont pas basés sur Proof of Work. Alors, ce qui se passe, c'est quand tu regardes la plupart de ces protocoles, ou bien ils font des assumptions au niveau sécurité qui sont plus faibles que les systèmes Proof of Work, ou bien ils dégénèrent en Proof of Work d'une façon ou d'une autre. Donc il y a un phénomène qui est très connu dans les systèmes Proof of Stake, qui est le stake grinding. Donc c'est quoi? C'est qu'on va... souvent les systèmes Proof of Stake, enfin il y a différents systèmes, mais l'idée, c'est qu'au lieu de prouver les ressources qu'on va mettre dans la production d'un bloc, au lieu que ça soit de la puissance de calcul, ça va être de la monnaie dans la crypto qu'on a déjà. Et le problème, c'est que souvent, il y a moyen de produire plein de blocs jusqu'à en trouver un qui matche bien avec le proof of stake qu'on a, et donc ça dégénère en proof of work. Ou bien, s'il n'y a pas ça, il y a un autre problème qui est le problème de l'immutabilité. C'est-à-dire que si moi, je suis quelqu'un qui est très riche sur le système, et donc j'ai de l'influence et je peux faire du proof of stake, mais à un moment dans le futur, je fais un investissement foireux et je perds beaucoup d'argent et je deviens pauvre. Alors je me retrouve avec une raison très très forte pour moi de vouloir revenir en arrière à un point où j'avais beaucoup de pouvoir dans le réseau et essentiellement d'effacer l'historique. Et s'il y a suffisamment de gens qui se retrouvent dans cette position et qui se retrouvent à avoir du coup suffisamment de pouvoir, ils vont avoir l'option de créer une autre branche dans la blockchain qui a plus de stake que la branche officielle et revenir en arrière, quoi. Et donc ça, c'est un problème qu'il y a dans la plupart des systèmes de proof of stake ou des systèmes comme Hashgraph, c'est qu'il n'y a pas de coût au retour en arrière et tu peux te retrouver dans des situations où tu as des gens qui ont des raisons très fortes économiques de vouloir le faire. Voilà. Bon, merci beaucoup.